retrouve pour faire un récap des 10 meilleures lectures du 3e trimestre. Et il y a du beau peuple aujourd'hui, j'ai un peu galéré à les mettre dans l'ordre, un peu comme d'hab finalement. Et bah on va démarrer tout de suite. Comme ça c'est fait. Et comme très souvent aussi, j'ai pas réussi à départager la dernière place, donc j'en ai mis deux parce que c'est deux genres différents. J'ai d'abord placé Changer son destin de Farah Rochon et Si Mérida avait mangé le gâteau de la sorcière, puisque je trouve que c'est l'un des meilleurs Twisted Tales qui est sorti, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je les ai quasiment tous lus. Il m'en manque deux, il me manque L'épée dans l'enclume et Indestructible Violette, c'est les deux derniers qui me manquent, que je n'ai pas lus. Tous les autres je les ai lus. Et franchement celui-là je le trouve vraiment hyper cool, puisque ici il n'y a quasiment aucune ressemblance avec le Disney originel. On a vraiment que les premières pages qui ressemblent au Disney et puis ensuite ça twist complètement et on va suivre le point de vue de deux femmes différentes qui donnent vraiment beaucoup d'élan et de rythme à ce récit, qui est un récit en fait d'amour et de famille et de bienveillance. J'ai vraiment adoré et je trouve que l'alliance justement de ces points de vue donne au livre un charme fou, et du coup bah voilà, je me disais qu'il fallait quand même qu'il soit présent là. Mais j'ai également placé sur la 10e marche le Wakaji de la maison d'édition Akaneko, que j'ai vraiment adoré. C'est un recueil de nouvelles autour du Japon et avec de l'imaginaire. Il y en a deux particulièrement nouvelles sur les 7 présentes qui m'ont touchée, marquée, que j'ai vraiment adoré. C'est Le Sceau de l'Ange de Céline Chevet et Désancré de Erika Cécile, qui ne se ressemblent absolument pas mais qui m'ont tous les deux happé et fait passer un incroyable moment. Dans l'eau globale du recueil de nouvelles, la qualité des textes est absolument dingue. Si vous voulez soutenir une toute petite maison d'édition, vous ne pouvez que foncer. Et si d'autant plus vous aimez les thèmes autour du Japon et de l'imaginaire, vous ne pouvez pas passer à côté. Franchement, il vaut clairement le coup. J'ai passé un incroyable moment avec ces recueils de nouvelles, et moi qui pensais ne pas aimer les nouvelles, en fait je me suis rendu compte grâce à lui que j'adorais ça finalement quand c'était bien fait. Voilà, je vous invite de nouveau à le découvrir. En 9e position, j'y ai placé The Night and the Moth de Rachel Gillig, qui est sorti sous le nom du Chevalier de la Phalène chez De Sexus en français, et c'était hyper cool. Donc ici on va suivre Sis, qui est une divineresse, et chaque soir elle se noie pour avoir des visions. Elle doit 10 ans à sa cathédrale, et lorsqu'un jour le roi et ses gardes viennent directement à la cathédrale, elle passe un marché avec l'un des gardes, et quand ils s'en vont, toutes les divineresses une à une vont disparaître. Sis va donc mener l'enquête et essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, tout en allant demander son aide aux gardes. Et globalement j'ai adoré tout le folklore autour des divineresses, comment ça fonctionnait, les dieux, la construction de la société, mais également la relation entre forcément Sis et le garde, que j'ai vraiment adoré. J'ai très hâte d'avoir la suite parce que j'ai vraiment passé un super chouette moment, et je vous invite à découvrir la version française. En 8e position maintenant, j'ai placé Agence Perdido de Victor Dixon, le tome 2 que j'ai découvert donc le mois dernier quoi, puisque je le découvre en général le mois de sa sortie. Il y en aura 4 qui sortiront à chaque fois durant le mois de septembre, et je suis hyper contente de cette saga. C'est une saga adolescente jeunesse, je sais pas vraiment comment vous la qualifier, dans lequel on va suivre Lucie qui va perdre sa mère, et alors qu'elle pensait qu'elle avait juste été kidnappée ou qu'elle était partie de son plein gré, enfin bon bref, en fait elle s'est rendue compte que les choses perdues ou les personnes perdues n'étaient pas seulement perdues, mais qu'ils avaient été pris par des grands mitaines, et donc elle va découvrir tout un monde parallèle. Et j'avais adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, je trouve que c'est super bien fait, l'ambiance est aux petits oignons. Les personnages sont plutôt bien ficelés, plutôt bien faits, je m'y suis énormément attachée. J'adore aussi la dynamique et le rythme du récit pour lequel tu ne t'ennuies absolument jamais. J'adore aussi l'originalité qui a été placée dans ce récit, où c'est quand même un peu loufoque, tout en étant très sérieux et en abordant toujours en fond un thème qui marche toujours très bien avec Victor Dixon. Je suis vraiment fan de cette saga, j'adore vraiment ce que j'ai découvert, et j'ai très hâte d'être déjà l'année prochaine pour lire la suite. En 7e position, j'y ai mis le 2e tome de La Guerre des Ombres, à savoir La Complainte du Roi Poète de Isabelle Lesteplume chez Bookmark. Ça fait très long du coup, il y a beaucoup d'intitulés de noms de saga, bref. Et on est ici sur une romantécie qui a peu cassé le code du genre selon moi. Vraiment ça m'a tellement sorti de ce que je connaissais habituellement
que du coup je suis hyper attachée à cette saga. Dans celui-ci, on va suivre donc un univers qui est régi par 5 familles et l'une d'entre elles va être victime d'un incendie volontaire où l'ensemble de la famille va être décimée, sauf une seule survivante, et elle va devoir monter sur le trône. Sauf que elle ne peut pas monter seule, elle doit absolument trouver un époux. Et donc, absolument toutes les autres familles leur présentent tous leurs fils, les tontons, les cousins, etc. Elle va choisir absolument aucun de ceux qu'on lui a présenté. Par contre, elle va en choisir un autre en le trompant. Et c'est de là que part l'histoire. Donc là, le résumé est concentré sur la romance, mais croyez-moi qu'il y a des intrigues dans tous les sens. La magie est bel et bien présente, un petit peu moins peut-être dans le premier tome qui se concentre plus sur un gros mystère, mais la magie arrive petit à petit et dans le tome 2 on y est à fond les ballons. J'adore vraiment tout le... déjà l'univers, la construction de l'univers. J'adore le rythme entre les personnages, dans la relation entre la fameuse survivante et ce jeune homme qui est arrivé dans cette relation en étant trompé. Enfin pas trompé dans le sens amoureusement de la chose, hein, mais trompé dans le sens on t'a pas dit totalement la vérité sur ce que tu allais faire. Voilà, et c'est ce qui fait que la dynamique entre eux déjà est un peu mauvaise à la base. Donc on est vraiment sur un enemies to lovers, to enemies, to lovers. C'est un peu le bazar dans leur relation quand même. Et en plus c'est un Grumpy Sunshine inversé où en général la Sunshine c'est un peu la nana et le Grumpy c'est un peu le mec. Et là c'est totalement l'inverse. Et du coup ça a cassé énormément de codes que je pouvais avoir sur romance ici. Et du coup ça a énormément bien marché avec moi. Et j'ai vraiment adoré aussi ce deuxième tome. Sachant que à la fin du tome 1 il y avait un cliffhanger de malade et que je ne savais pas comment l'autrice pouvait repartir de ce avec quoi elle nous avait laissé à la fin du tome 1. Mais elle a réussi avec brio à me replonger dans son histoire et on est peut-être ici un peu moins concentré sur la romance mais un peu plus sur ce qui se passe dans l'univers. Mais franchement ça marche hyper bien, il ajoute des personnages secondaires qui sont pas vraiment des personnages secondaires tellement on les voit, ils sont hyper bien travaillés, c'est pas des pions qu'on place là juste comme ça, ils ont vraiment une personnalité, ils ont vraiment une histoire et tout est bien développé, tout bien fait. J'adore cette romance ici, j'ai trop hâte d'avoir la fin d'ailleurs. En 6ème position, j'ai placé Une éclatante malédiction de Elizabeth Lim qui est le dernier tome paru dans l'ensemble de la saga Six Couronnes Écarlates et Spin the Down. J'avais adoré les 4 premiers volumes présents dans cette espèce d'univers complet. Vraiment, j'avais passé un incroyable moment à des degrés différents bien entendu, mais vraiment globalement j'avais vraiment adoré. Mais Une éclatante malédiction est vraiment le penchant sombre de cette saga. Il n'a absolument rien à voir avec ses confrères dans le sens où les 2 premières duologies sont présentes dans un univers un peu enchanteur où il y a tout de même des démons, mais les paysages sont enchanteurs, tout est bourré d'action, on rencontre une multitude de personnages, il y a aussi tout un côté cheminée entre différents endroits, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. On est déjà dans un univers beaucoup plus sombre et on suit majoritairement, donc on est tout le temps dans la tête d'une des sœurs, mais elle a une autre sœur et il y a vraiment cette différence de psychologie entre celle qu'on suit et sa sœur, ce qui fait des personnages vraiment à part entière et il n'y a pas ce côté aller chercher quelque chose un peu périple. Et j'ai vraiment adoré. Elle est accompagnée tout le temps d'un petit serpent qui est... Leur dynamique est absolument incroyable, où ils se lancent des pics mais ils sont tellement adorables l'un avec l'autre en même temps, c'est génial. Je peux que vous inviter à le découvrir, surtout si vous avez déjà lu Six Couronnes Écarlates. On continue sur le format papier en 5ème position avec Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen qui a été la plus grosse surprise de mon été puisque il est sorti quand même il y a quelques mois celui-ci, ça fait très longtemps et j'avais toujours freiné des cas de fer pour le lire jusqu'à que on me le place dans les 12 livres à lire pour Doux pour la copine. Et en voyant ces magnifiques couvertures de poche, j'ai craqué, je me suis dit au pire c'est à poche, c'est pas grave si ça marche pas. Et au final je l'ai bouffé, j'étais au fond de la piscine avec un univers maritime au milieu d'îles et des paysages absolument splendides. Ça a marché du feu de Dieu, c'est beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Déjà dès l'introduction, on sait dans quoi on met les pieds, c'est extrêmement sombre, c'est beaucoup plus poussé que ce que je pensais. Il y a une part d'intrigue politique que je savais que c'était présent mais je m'attendais pas à avoir autant envie de savoir ce qui s'y cachait derrière. Et la romance pour le coup elle m'a attrapée d'une force. J'étais complètement fan de leur dynamique parce que c'était tellement louche et tellement méfiant tout en étant tellement
T'avais tellement envie, toi, en tant que lecteur, que ça finisse bien entre eux, qu'ils finissent par recoller les morceaux, alors qu'ils viennent d'univers diamétralement opposés, qu'ils sont ennemis par la force des choses. Tout a marché. Le fait de le lire en été, alors que ça se passe dans un paysage maritime, ça a marché. L'espèce de tension sous-jacente entre ces deux personnages, ça a marché. Voilà, c'était la plus grosse surprise. Je ne m'attendais absolument pas à aimer et pourtant j'ai adoré. Je suis allée immédiatement après dans une librairie pour trouver le tome 2, il n'y était pas, donc malheureusement je n'ai pas pu continuer et enchaîner, donc à l'heure actuelle je n'ai pas lu le tome 2, mais je vais le faire quand même, et surtout que je crois que le tome 3 va paraître en poche dans pas longtemps, donc ce serait l'occasion au moins que je clôture la première duologie parce que ça fonctionne en duologie pour ceux qui ne le savent pas. À mon avis, vous vivez dans une grotte si vous n'êtes pas au courant de ça. Parce que moi, j'ai vécu du coup dans une grotte pendant, je sais pas, 5-6 ans. Je sais même pas depuis combien de temps le tome 1 est sorti en grand format. Bref. En quatrième position, évidemment qu'il fallait que je le place quelque part, celui-ci. La Voix de l'Orée, tome 2 de Marie Fabre chez Naos. Incroyable cette saga. Dans le tome 1, on suit Hatcher, un jeune journaliste qui souhaite être mis sur la grosse enquête qui sévit actuellement dans la ville. Il y a des meurtres en série et en parallèle, il y a une deuxième enquête sur laquelle il va être placé autour d'un médecin qui justement arrive à régler la maladie qui est en train de sévir dans la ville, et j'ai vraiment adoré le personnage d'Hatcher. Il y avait vraiment un côté autour des relations aux personnages, mais également autour de cette enquête qui te prend aux tripes et pour lequel tu as envie d'avoir la fin. C'est vraiment un roman d'ambiance, le premier, qui est incroyable. La plume est folle, les idées à l'intérieur sont incroyables, l'univers hyper riche et très bien développé. J'avais vraiment adoré et le tome 2 n'a absolument rien à voir. Déjà quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit oula, où est-ce que j'ai mis les pieds, mais pourquoi c'est la suite du tome 1, ça n'a rien à voir. Et en fait j'ai été happée. Donc ici on est plus concentré, donc les relations aux personnages ça reste. Par contre il n'y a plus le côté enquête, il y a le côté plus intrigue politique vraiment très poussé, où tu sais pas qui est avec qui était contre qui va faire une crasse à qui. Et ça a trop bien marché. J'avais tellement envie de connaître le fin mot de l'histoire et de savoir qui était derrière toutes les machinations qu'on lit au fur et à mesure du roman. Donc si vous n'avez toujours pas découvert cette saga Young Adult, foncez la lire, elle vaut terriblement le coup. Ça marche du feu de Dieu, je suis une grande fan, j'ai tellement hâte d'avoir le dernier tome. Et on arrive sur le podium du trimestre avec en premier lieu les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty, que j'ai tout bonnement adoré découvrir cet été. Donc ici on va suivre Amina Al-Sirafi, évidemment, hein, c'est dans le nom donc on s'en doutait pas du tout. Et celle-ci est une ancienne pirate qui s'est mise à la retraite puisqu'elle a eu un enfant, sauf que quelqu'un vient la chercher pour l'aider à retrouver une jeune fille qui aurait disparu. Et donc on va suivre tout son périple au milieu de créatures, au milieu d'eau avec les pirates, on va retrouver son équipage. C'était vraiment hyper cool. De toute façon la plume de Shannon Chakraborty je la trouve absolument dingue. Je suis absolument fan de ses écrits. C'était donc la deuxième saga que je découvrais de l'autrice et ça a tellement bien marché, je suis absolument fan. J'ai tellement hâte d'avoir la suite. Il y a vraiment outre les aventures qu'ils vivent et les relations entre eux, il y a aussi toute une part de psychologie autour de notre personnage principal qui se rend compte de tout ce qu'elle a sacrifié et qui petit à petit admet que la vie qu'elle a actuellement n'est pas celle qu'elle aimerait, et elle en a pas conscience, elle l'imagine, mais à un moment donné il y a une espèce de déclic que j'ai trouvé super beau. Et vraiment j'ai trouvé ça hyper cool, entre les aventures, la psychologie, les créatures, les personnages rencontrés en chemin, etc. Ça marchait du feu de Dieu. C'était génial. Et du coup, en deuxième position, vous n'allez pas trop être étonnés non plus, du coup, c'est le Royaume de Cuivre de toujours Shannon Chakraborty. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lu le tome 1 l'été dernier, je crois, et j'avais beaucoup aimé cette saga, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à lire ce tome 2. C'était devenu le running gag de cette chaîne, puisque je le mettais dans absolument toutes les piles à lire que je pouvais constituer. Je crois qu'il a fait absolument toutes les saisons et absolument tous les challenges, et finalement cet été il est enfin sorti. Oui, c'était une victoire, et en plus j'étais méga réticente à le sortir, mais alors quand j'ai commencé à le lire, waouh, j'étais tellement prise dedans, c'était tellement incroyable. Donc pour vous resituer, dans le premier tome on va suivre une jeune fille qui est une voleuse, sauf qu'un jour elle va réveiller un djinn qui va la ramener dans la cité d'Elevabad, la cité de Letton, et c'est comme ça que se prénomme du coup le premier. Et donc là on est dans le royaume de Cuivre, donc c'est dans la suite. Et je me souviens que dans la fin il y avait vraiment eu, s'était passé un nombre de trucs incalculables à la fin du tome 1, et dans celui-ci mais j'ai l'impression qu'il se passe tellement de trucs tout en étant
hyper bien posée, avec une plume tellement riche, tellement belle, tellement prenante. Je trouve qu'elle fait des récits hyper immersifs où tu comprends absolument toutes les nuances de soit leurs pensées, soit sur ce qu'ils sont en train de se raconter. J'ai vraiment l'impression d'être immergée avec ces personnages et d'être avec eux en train de le vivre, tellement c'est hyper bien fichu, foutu, tout ce que vous voulez. Et donc je me suis dit mais c'est tellement bête que j'ai mis autant de temps pour lire le deuxième tome, tellement j'ai aimé. Et là, je me suis mis une espèce de pression parce que je me dis mais si le tome 3 il est pas à la hauteur de ce deuxième tome qui était absolument sensationnel, je vais être tellement déçue. Et du coup je repousse la lecture du tome 3. C'est tellement bête. Et ça se trouve quand je vais le lire, je vais me dire mais t'as été trop bête d'attendre aussi longtemps, comme exactement le même discours que j'ai eu avec lui finalement. Donc bon bref, je ne sais pas quand est-ce que le tome 3 sortira de ma pile à lire, mais en tout cas si vous n'avez toujours pas découvert La Cité de Laiton, c'est votre signe pour le faire, c'est génial. Peut-être attendre l'été prochain parce que du coup en été c'est vraiment la saison parfaite pour le découvrir, puisque ça reste quand même une saga qui se passe dans des pays chauds avec des jeans etc. Mais c'était incroyable et les intrigues politiques là-dedans c'est famoso. Je sais pas comment on le dit mais ça marche famoso. Et on termine avec ma première position de ce trimestre, mais qui n'a absolument pas plu à tout le monde. Ce livre divise clairement. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est soit on adore, soit on déteste. Vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est mot du genou, c'est horrible, c'est affreux, soit c'est le discours que je vais vous tenir là. Bref, je parle donc de Bury Our Bones in the Midnight Soul, sorti sous le nom de Quand nos os retourneront à la terre, de V.E. Schwab. Moi j'ai la version Fairy Loot, mais il est sorti chez Lumen en français si ça vous intéresse. On est ici sur un croisement de deux titres de V.E. Schwab. D'un côté La vie invisible d'Addie Larue et de l'autre Vicious. Ce serait l'espèce d'enfant qu'ils auraient eu ensemble s'il y en avait eu un. Vicious, le premier tome a été un énorme coup de cœur pour moi, j'ai abandonné le second. Et La vie invisible d'Addie Larue a été une bonne lecture. Donc j'avais des grands espoirs sur celui-ci, mais j'ai vraiment adoré, vraiment ça a été un énorme coup de cœur. Mais après, je comprends totalement que certaines personnes n'aient pas accroché parce que je pense vraiment que c'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il faut savoir que le rythme est extrêmement lent, où ça a un côté énormément tranche de vie quand même, malgré ce que je vais vous raconter du résumé. Et je pense que si on n'aime pas le côté contemplatif, le côté un peu tension latente entre des personnages, je pense que ça ne pourra pas vous plaire si jamais c'est pas votre cas. En tout cas ici on va suivre donc Maria qui en a marre un peu de sa vie actuellement et elle va être transformée en vampire. Sauf qu'avec le fait d'être vampire, on a un côté sombre qui arrive, qui bouffe au fur et à mesure des années. Ensuite on va être sur une deuxième temporalité où on va suivre Lottie et Sabine qui avaient beau être énormément amoureuses, au fur et à mesure du temps, elles le sont plus forcément et Lottie aspire à autre chose, donc elle s'en va. Et on va être sur une dernière temporalité où là, la narratrice principale va être Alice, qui va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose et elle va essayer de savoir et démêler surtout tout ce qui s'est passé. Et franchement, j'ai adoré. C'est une histoire à tiroir, donc une histoire qui inclut notre histoire, et je trouve déjà son système hyper bien fichu parce que ça peut vraiment être casse-gueule si on ne le maîtrise pas, mais là c'est super bien fichu. Les personnages, la profondeur des personnages, j'ai vraiment adoré. Le côté un peu glauque, un peu tension, j'ai franchement adoré. J'en ai fait un cauchemar pour vous dire. Je pense que c'était pas dû au livre en lui-même, hein, mais il y a un côté vraiment glauque, un peu macabre, un peu gothique et qui peut faire froid dans le dos. C'est pas vraiment un côté horreur dans le sens c'est gore, c'est dégoûtant, volontairement ça fait peur, mais c'est plutôt côté emprise, un peu relation toxique, etc. Et ça a trop bien marché. Vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce titre. C'était magistral pour moi. Et voilà, on a fait le tour de mes 10 meilleures lectures du troisième trimestre. J'espère que mon dernier trimestre sera aussi riche. Après en réalité sur les 10 livres que j'ai lus, j'ai eu réellement 3 coups de cœur peut-être. Allez, 2 coups de cœur. Non, 2 coups de cœur. 3, 2, 3, 1. Je sais pas, 1, 2, 3, enfin sur le podium. Et il y a des mois où j'en ai beaucoup plus que ça, enfin des trimestres où j'en ai beaucoup plus que ça. Donc on verra sur cette fin d'année. Après en général en octobre-novembre, c'est vraiment la meilleure période pour lire de la fantasy. Donc c'est souvent là que je me retrouve avec beaucoup de coups de cœur parce que, je sais pas, le fait qu'il fasse sombre, qu'il pleut, que machin, ça va énormément bien avec toutes les fantasy extrêmement sombres. En plus j'ai un tas de dark fantasy dans ma pile à lire, donc peut-être que ce seront des coups de cœur, on verra. En tout cas j'en ai déjà eu un en octobre, mais ça on en reparle à la fin du mois. Je vous souhaite une excellente semaine.
Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire quel est le meilleur livre que vous avez lu ces 3 derniers mois. Prenez soin de vous.